Bonjour à tous, merci d'être présents. Nous allons commencer donc cette table ronde dont le thème est quels atouts il faut-il pour pouvoir dynamiser une métropole. Mais auparavant, on va commencer par une start-up, une jeune pousse. Donc nous avons Gilles Marchal, qui est le patron d'une start-up qui s'appelle E3D et qui est spécialisée dans les smart meters. À vous, Gilles. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci. Donc, effectivement, je suis Gilles Marchal, le fondateur et dirigeant d'E3D Environnement. Donc, c'est sûr que je suis un peu ému d'être ici puisque je n'ai pas l'habitude d'intervenir dans une belle salle comme celle-ci. Et en même temps, très heureux de pouvoir intervenir aujourd'hui. Donc, E3D Environnement a inventé et ensuite mis sur le marché un procédé totalement nouveau, capable d'obtenir de vrais changements de comportement pérennes sur une population importante, voire très importante. Alors, nous sommes en 2012 dans un quartier d'Aix-en-Provence. Avec les connaissances de l'époque, nous sommes allés à la rencontre de 350 familles habitant 5 barres d'immeubles pour tenter de modifier leur comportement dans la gestion des déchets. Premier constat, les habitants se sont très vite intéressés à ce que nous faisions et ont adopté des astuces pour moins gaspiller. Le gardien du site, très occupé au départ, s'est intéressé à notre opération un peu plus tard, quand il s'est passé quelque chose de tout à fait inhabituel dans ce quartier de 800 âmes. En fait, le gardien a constaté rapidement qu'il y avait moins de déchets qui étaient jetés par terre. Et comme il tenait depuis le début de l'opération un cahier, il avait un chiffre de 500 litres de déchets qu'il ramassait par terre, il est passé à 100 litres. Deuxième constat, c'est donc possible, changer les comportements, c'est donc possible. 3 ans plus tard, en 2015, nous sommes à Montpellier. Cette fois-ci, l'échelle n'est pas la même. L'opération concerne 5 fois plus d'habitants. Cette fois-ci, ce ne sont pas des spécialistes en sciences sociales qui sont sur le terrain, mais des agents de la métropole. Cette fois-ci, ils utilisent une méthode totalement reproductible, qu'un algorithme vient enrichir à partir des réponses apportées par les habitants. Cette fois-ci, les agents de la métropole ont une tablette qui leur permet de tenir très facilement le bon discours, d'être pédagogue avec la population pour que la population s'implique dans l'opération. Cette fois-ci, le périmètre est bien plus large, puisque nous agissons sur plusieurs comportements dans 5 domaines. Dans l'eau, l'énergie, les déchets, la propreté et les déplacements, pour favoriser le mieux vivre ensemble. Alors tous ces changements de comportement contribuent à développer l'image de marque de la collectivité et connectent les habitants entre eux. Et tous ces changements sont une formidable opportunité pour vous, collectivités locales, de réduire vos coûts de fonctionnement. Que dire de plus ? De réduire donc vos coûts de fonctionnement. Ensuite, je vais résumer un peu les 3 points, les 3 points qui sont importants à retenir de ces interventions sur le terrain. Que faut-il retenir ? Première chose, eh bien que les comportements peuvent être changés à partir du moment où on utilise de nouvelles méthodes et qui sont aujourd'hui totalement prouvées dans leur efficacité. Deuxième chose, eh bien, on voit que la population attend ce type de démarche et que vous, collectivités, bâtisseurs, êtes légitimes et attendus pour apporter ce nouveau marché, ce nouveau service plutôt à la population. Et enfin,
Troisième point fort, on peut maintenant intervenir à grande échelle. C'est important et nécessaire pour obtenir des résultats visibles sur le terrain pour les habitants tant que pour les collectivités. À ces 3 idées fortes, j'en rajoute une autre. La dernière. Cette approche, l'approche que l'on envoie, que l'on met en place, est un formidable allié en fait pour faciliter l'acceptation de toutes les solutions techniques et technologiques dans lesquelles les collectivités investissent pour faciliter la vie des habitants. Et donc effectivement, je vais terminer là-dessus avec le débat d'après, où je pense que c'est important que les technologies, mais également l'humain, l'homme, vont participer à dynamiser un territoire, et on va voir comment ça va être possible. Merci Gilles Marchal. Donc je vais présenter nos intervenants de gauche à droite. Monsieur Joseph Pérez, vous êtes vice-président de la CCI de Marseille, Provence, délégué au rayonnement et à l'attractivité du territoire. Frédéric Chevalier, vous êtes fondateur de The Camp, vous en parlerez beaucoup plus en détail tout à l'heure, un projet ambitieux. Monsieur Patrick Boré, vous êtes premier vice-président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et également maire de La Ciotat. Monsieur Bernard Mailloux, vous êtes directeur général de Cap Énergie, un pôle dédié à l'énergie, dont vous nous parlerez aussi. Et puis monsieur Joseph Pérez, monsieur Gérard Lopez, je savais qu'on l'avait dit tout à l'heure, monsieur Gérard Lopez, vous êtes président du directoire de BVA, vous n'aviez pas dû me le dire. Et donc vous nous parlerez plus particulièrement du citoyen. Le thème, c'est quel atout faut-il pour dynamiser une métropole? Bon, c'est vaste, donc chacun a sa spécialité. Je vous donne la priorité, parce que peut-être vous avez un point de vue plus général. Monsieur Pérez. Bien, merci. Écoutez, je vais commencer par vous compliquer la tâche, puisque vous posez la question « quel atout ?» je vais vous répondre « quels atouts ?» Bon, ce qui va peut-être un peu alourdir notre séquence, mais on va essayer d'être bref comme vous l'avez souhaité. Juste un petit mot, on parle un peu en préalable, on parle de métropole, et certains ici dans la salle savent que la naissance de cette métropole est précédée de quelques douleurs d'enfantement. Donc on peut peut-être juger un peu superficiellement comme ça, mais qui en vérité sont justifiées, il faut le dire, par l'existence de particularités locales, d'un certain nombre de spécificités, d'identités locales, et que cette existence-là est craintive de la création d'une métropole qui pourrait venir un peu niveler. Donc voilà pourquoi on peut expliquer qu'il y ait eu ces difficultés-là. Mais en vérité, comme on a des élus politiques intelligents, on sait qu'ils ont un thème, penser global et agir local. Et ils vont faire ça très bien. Et cette métropole, vous verrez, sera une métropole demain matin totalement acquise par toutes les populations du territoire. Sur les atouts maintenant, qui était votre question, un premier atout qui est la diversité. À Marseille, le territoire ou la métropole, on est sur une diversité sociale, géographique, économique. Je vais me borner à parler de l'économique naturellement, en indiquant qu'ici, nous n'avons pas 2 locomotives. Une locomotive, nous ne l'avons pas. Comme dans un certain nombre de métropoles qui ont une activité déterminante, dominante, ou un groupe d'entreprises ou une entreprise dominante. Ici, nous avons une diversité de locomotives, une diversité de filières. Et si je vous en dis quelques mots, vous signalez que nos locomotives à nous, en termes d'entreprise, ce sont soit de grandes entreprises qui ont leur siège social ici, soit des filiales de grands groupes, soit des départements de grands groupes, mais qui agissent ici en s'imprégnant et en s'intéressant au territoire comme si elles avaient leur siège social réellement là. Et je peux citer très, très vite, d'Airbus à Honnête, en passant par la CMA, mais le CEA aussi, qui est pour nous une locomotive très intéressante. Mais c'est dans le domaine public, la PHM. Comment vous justifiez que ces grands groupes sont venus à Marseille? Bien, ils sont venus à Marseille compte tenu de l'importance de ce territoire au plan démographique, au plan des activités, au plan historique aussi. On verra qu'ils n'y sont pas venus
de manière tellement, sur un temps tellement ancien. Ils sont venus relativement récemment et surtout se sont impliqués dans le développement et la réflexion sur le territoire depuis assez peu de temps. Et c'est un peu la caractéristique, on a un peu un miracle marseillais. Enfin, si vous ne le saviez pas, c'est ce qu'il faut retenir, comme le disait notre collègue d'avant, est-ce qu'il vous faut retenir les miracles. Donc voilà, il y a la PHM, mais il y a aussi EDF qui a ici une implication très, très intéressante sur ce territoire. On a les Eaux de Marseille qui est un acteur important au plan local et au plan international. À côté de ces locomotives, on a des filières qui, depuis peu, stratégiquement, sont bien identifiées. On a 50 filières, mais il y en a 6 ou 7 qui sont assez dominantes et vers laquelle devraient normalement se conjuguer un certain nombre d'efforts particuliers, pas seulement financiers, mais aussi en termes de structuration. Alors pour vous les citer là aussi très, très vite, l'énergie, l'eau, l'environnement, c'est une des filières très importantes. Il y a naturellement l'aéronautique, ouais. On a parlé d'Airbus, on a le maritime, on n'imagine pas qu'il n'y soit pas. Il y a la santé et le bien-être. Et là, pour beaucoup, c'est un peu une découverte de ça. Le potentiel ici d'innovation, de développement du secteur de la santé est considérable. Et sûrement un des grands secteurs d'avenir. Il y a le numérique, et on va naturellement en parler tout à l'heure. Il y a la logistique aussi, puisqu'on est dans le port. On est un carrefour, et pas seulement le port, c'est l'Interland. On est sur un carrefour stratégique sur la Méditerranée qui est tout à fait important. Donc voilà, on a de grandes entreprises intéressantes, on a des filières maintenant bien identifiées, on a de grands projets qui aussi structurent le territoire. Depuis pas si longtemps que ça, je vais vous les citer rapidement, un projet comme ITER, qui est un projet fantastique en termes d'implication, de retombées, d'animation de ce territoire, d'image de ce territoire. Mais je ne vais pas tous les citer comme ça, mais on a Henri Fabre, dont on a déjà parlé, dont vous reparlerez encore. Il y a un projet comme l'éolien offshore, qui est un projet tout à fait intéressant. On a Marseille Immunopole, en émergence est très intéressant aussi. Picto avec l'économie circulaire et la collaboration entre industriels. The Camp, qui va être le thème de tout à l'heure. La Cité des énergies. Donc voilà, toute une série de grands projets qui sont des projets structurants qui impactent la capacité d'attractivité du territoire, mais qui aident les entreprises qui sont à l'intérieur, notamment au plan de l'internationalisation. Et je termine par le dernier atout. Le dernier atout, c'est le nouvel esprit. Alors derrière ce terme un peu ésotérique, qu'est-ce que c'est que le nouvel esprit ? Eh bien écoutez, c'est un terme peut-être un peu galvaudé, mais qui ici a toute sa résonance, et qui est le jouet collectif. Et ça, c'est tout récent, parce qu'il y a longtemps qu'on en parle, mais il n'y a pas très longtemps que c'est une vraie réalité. C'est une vraie réalité. Et ça implique qui ? Les collectivités publiques. Et j'allume la présence de M. Boré dans cette table ronde, qui aujourd'hui ont intégré l'importance des problèmes économiques et qui aujourd'hui en parlent franchement plus intelligemment qu'ils ne le faisaient il y a quelques dizaines d'années, ou pour ne pas être méchant. Il y a les acteurs économiques qui sont très, très impliqués, pas seulement la Chambre de commerce, mais l'UPE 13, mais Provence Promotion, mais l'ARI, l'agence régionale. On a des clusters et des pôles, là encore, nombreux sur ce territoire. Et puis on a une remarquable université qui abrite la bagatelle de 140 laboratoires et centres de recherche. Vous avez tout fait ça, là tout la mappement de et tout ça, c'est l'écosystème qui permet aux entreprises de naître, de se développer, de se transmettre. Et voilà. C'est ça le nouvel écosystème de ce territoire. C'est ça notre grand atout, ce jeu collectif. Voilà, j'ai terminé. Je ne vous dis rien de la CCIMP parce que tout à l'heure, vous allez me passer la parole pour que je dise ce que fait la CCIMP dans ce contexte. Merci. Monsieur Boré, d'une certaine manière, vous avez été interpellé par Monsieur Pérez. Quels sont, selon vous, les atouts de ce nouvel esprit qu'il appelle de ses voeux ? Je n'ai pas très bien compris son interpellation. Est-ce que les élus ont besoin de l'intelligence artificielle ? Bon. En tout cas, en ce qui concerne le jeu collectif, je rebondis là-dessus. Le jeu collectif, la présidente de l'institution que je représente, le département, Martine Vassal, la présidente, nous a donné comme feuille de route le jeu collectif. Et à partir de là, vous l'avez dit, nous sommes dans un territoire qui a une potentialité extraordinaire, qui couvre un éventail. On n'a pas qu'un seul phare dans notre territoire, vous l'avez rappelé. Et donc notre rôle à nous, élus, c'est de aussi construire
aménager ce territoire de façon intelligente et surtout avec les acteurs qui le composent. C'est pour cela que la présidente a voulu lancer les États généraux de Provence pour fédérer toutes ces énergies et travailler en transversalité. Et je crois que c'est ça aussi qui est important dans notre rôle. On ne peut pas aménager un territoire sans connaître son histoire, sans connaître ses acteurs, comme ça, parce qu'on est des élus et qu'on a décidé que telle case se ferait là et telle autre dans tel coin, sans connaître toute la transversalité qu'on peut y apporter. Alors j'espère avoir répondu à votre question. En matière d'atouts, précisément le fait de pouvoir articuler cette extension de la démocratie, c'est un peu ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire un rôle beaucoup plus actif des citoyens. Comment l'élu peut-il promouvoir ça? Est-ce qu'il n'y a pas un problème des institutions ou... Ce n'est pas le rôle actif des citoyens. Le rôle actif des citoyens, il existe dans notre pays avec des collectifs, des associations. Puis après, l'aménagement, il se fait aussi avec les acteurs, et d'après ce que j'ai compris, on est aussi au niveau des acteurs économiques. Et bien sûr, les PME. Et ces acteurs économiques ne sont pas que des acteurs économiques industriels, des acteurs économiques de l'université. Il y a des acteurs économiques, on n'en parle pas beaucoup, mais ici on a une grande ambition au niveau du tourisme. Du tourisme peut-être lié à l'image, parce qu'on ne parle pas de l'industrie de l'image, mais l'industrie de l'image. Alors moi, en tant que ciotadin, c'est vrai que le 21 septembre 1895, je vous le rappelle, c'est la première projection des Frères Lumière au Palais Lumière à La Ciotat. Et donc, à partir de là, on se rend compte aussi que cette image est importante au niveau de notre métropole, notamment Marseille, avec les journées de tournage qu'il y a, l'attirance de ces métiers-là sur Marseille est importante. Et donc, le retour d'image que produit cette industrie-là est importante aussi pour notre territoire. Donc on a parlé bien sûr de The Camp, on a parlé on va en reparler tout à l'heure. Du projet Henri Fabre, de l'aéronautique, on pourrait parler aussi de la haute plaisance, je peux vous en parler des heures, qui est peut-être un peu spécifique ici. Mais qui représente mais quand même un vecteur de développement important. Voilà. Donc on a une multitude d'atouts. À nous, politiquement, de savoir les fédérer et de fédérer ces énergies et de savoir les mettre en contact et que ça puisse aussi produire. Parce que la première chose qu'on se dit, nous, quand on essaie de rentrer dans ces politiques-là, c'est à terme, combien d'emplois ? Monsieur Lopez, vous vous intéressez davantage aux problématiques du citoyen. Comment peuvent-ils représenter, enfin un atout, ils le sont de facto. Ouais. Oui, ça marche. Ça marche, oui. Oui. Le sujet est assez complexe parce que le citoyen a sûrement un rôle à jouer dans la dynamisation d'une métropole. En fait, ce qu'on pourrait constater, c'est qu'une métropole, finalement, dans les conditions actuelles d'existence, produit l'asymptote à son développement. Comment une métropole polluée, non fluide, qui consomme de l'énergie, qui consomme de l'eau, qui n'a pas une mixité sociale suffisante, peut véritablement être attractive et créer les conditions de son développement. Alors, je pense qu'il y a du développement, mais ce développement est peut-être un peu limité et qu'il faudrait réfléchir à quelque chose qui est central, c'est le changement des comportements de nos citoyens. Et ce n'est pas qu'ils ne veuillent pas le faire, parce que le principal paradoxe de cette situation, c'est que nous qui passons nos journées à sonder les citoyens français et étrangers, on se rend compte que la prise de conscience de la nécessité de changer, de prendre en compte la planète, elle existe. Mais le paradoxe, c'est que même si ça existe, comme dirait un ami bien connu, tout bouge, rien ne bouge, en réalité, les gens ne changent pas, ou changent très très peu. Mais est-ce qu'il n'y a pas précisément dans le citoyen une double face, c'est-à-dire qu'il se veut acteur, mais il est aussi consommateur, et c'est surtout, il pense qu'il va pouvoir changer les choses en consommant simplement, et ça c'est peut-être une utopie. C'est exact, et je pense qu'il faut que tous ensemble, au-delà de l'aménagement, au-delà de la technologie, au-delà de l'attractivité d'entreprises dans nos régions, il faut qu'on remette le citoyen au centre de nos préoccupations. Ça me paraît extrêmement légitime. Je pense que pour comprendre ce paradoxe, il y a une discipline qui est née aux États-Unis il y a à peu près une quarantaine d'années, qui s'appelle l'économie comportementale, qui a consacré un prix Nobel, Daniel Kahneman, en 2002, et qui est très très intéressante. Parce que qu'est-ce qu'elle nous dit pour comprendre ce paradoxe ? Elle nous dit simplement que
Les êtres ne sont pas des supermans rationnels capables d'ingurgiter toute l'information, mais ce sont plutôt des Homer Simpson émotionnels, extrêmement fonctionnant par habitude. Et ce sont ces habitudes que nous devons casser. Pour les casser, il y a une technique qui s'appelle le nudge, qui veut dire coup de pouce en anglais, qui consiste finalement à essayer de construire des architectures de choix favorisant le consommateur, l'habitant, le citoyen, à avoir le comportement souhaité. C'est quoi cette architecture de choix? Ça se présente comment concrètement? Je vais vous donner deux exemples. Deux exemples aux États-Unis qui illustrent parfaitement le propos. Un premier exemple, une petite ville américaine qui se pose la question des déchets. Et effectivement, avec notre start-up. Voilà, qui se pose la question des déchets. Donc, met en place des poubelles de différentes couleurs, un certain nombre de choses, et finalement, il y a peu d'habitants qui se mettent à trier correctement leurs déchets ou à finalement suivre les instructions qui leur avaient été données. Et il y a une idée issue justement de cette étude, de ces technologies, de cette réflexion sur les comportements, qui a consisté à coller tous les matins sur 120 portes un petit papier disant combien de voisins participent à l'opération et combien de déchets sont collectés. Ça a été fait pendant 4 semaines, tous les jours. Augmentation de 20% du nombre de voisins participants et du nombre de déchets collectés. Donc ce sont des petites choses qui finalement créent une architecture de choix très simple, qui s'appelle la norme sociale en l'occurrence, et qui a permis de complètement modifier les choses. Je vais vous donner un deuxième exemple assez éloquent en matière d'électricité. Ça se passe aux États-Unis aussi. Ils décident de faire une expérience sur 600 000 Américains. Jusqu'à présent, quand vous recevez votre facture d'électricité, vous avez votre consommation, point barre. Là, ils ont fait un truc assez malin. Ils ont fait une petite représentation avec quelques icônes sur votre consommation, la consommation de vos voisins et la consommation de vos voisins vertueux. Rien que ça. Oui, alors c'est toujours ambigu, surtout pour l'esprit français. On peut discuter si c'est ambigu, oui, vous avez raison. On peut être dans la manipulation. Sauf que là, nous avons quand même économisé 3% de la consommation d'énergie, soit 250 millions de dollars, soit 2 fois la consommation énergétique de la ville de Saint-Louis. Donc c'est juste, vous avez raison qu'il faut faire attention à ce genre de techniques. Il faut les faire à partir du moment où elles sont, entre guillemets, vertueuses pour la société, me semble-t-il. Mais remettre au centre de nos préoccupations le citoyen pour finalement qu'il nous accompagne dans cette transformation nécessaire pour retrouver, pour faire véritablement, pour dynamiser la métropole et faire que ses atouts soient joués à plein, je pense que c'est essentiel. Parce que précisément, il faut que le citoyen prenne conscience que ça a de bonnes conséquences pour lui. Et c'est exactement. Ça qui fait permettre et pour la changer collectivité, son comportement. Vous savez, une collectivité aujourd'hui, toutes les collectivités se plaignent, à juste titre, d'être endettées, parfois de ne pas avoir suffisamment d'argent pour faire tout ce qu'elles souhaiteraient faire. C'est vrai que s'il y avait un comportement du citoyen plus noble, on va dire, ou plus responsable, plus éco-responsable, vraisemblablement, la consommation, les collectivités pourraient réutiliser ces ressources à faire autre chose. Donc c'est essentiel que le citoyen, que l'habitant prenne en considération ce genre de choses. Mais ils sont prêts. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème d'opinion, c'est juste un problème comment on les aide à avoir un geste naturel. Bon, vaste programme. Monsieur Mailloux, vous travaillez sur l'énergie, qui est quand même un des atouts de la dynamisation d'une ville. On sait que sans énergie, la société, ça n'existe pas. Il n'y a aucune activité qui peut être créée. Vous travaillez sur un programme spécifique. Vous pouvez nous en dire l'essentiel ? Tout à fait. Donc, moi, je voudrais rebondir sur ce que disait M. Pérez. C'est vrai que l'énergie, c'est un pôle d'excellence de la région, autour de la métropole. Et les collectivités, comme les régions et les métropoles, maintenant deviennent chefs de file de l'énergie. Donc elles ont un rôle à jouer dans ce domaine. Et elles ont, je dirais, des moyens et des pouvoirs d'action. Donc notre colloque, c'est un colloque Smart City. Alors qui dit Smart City dit Smart Grid. Et en fait, je pense qu'ici un certain nombre de personnes le savent, mais le gouvernement a lancé un plan industriel sur les Smart Grid. Juste, c'est des réseaux électriques intelligents. Bon, je pense que tout le monde connaît Smart Grid ici. Et donc ce plan industriel a débouché sur une feuille de route. Et dans cette feuille de route, il y a un certain nombre d'actions, dont une très emblématique, qui est en fait de créer la vitrine française des Smart Grid, en déployant à grande échelle des solutions Smart Grid sur un territoire. Et donc il y a eu un appel à projet qui a été lancé par le gouvernement, auquel a répondu la région PACA, avec la métropole de Nice-Côte d'Azur, et également la métropole
de Marseille, pour être cette région phare dans laquelle vont se déployer à grande échelle ces smart grids. Alors ce sont des projets qui ont été menés sous l'égide de Cap Énergie. Donc il y a une trentaine de projets donc, qui concernent directement la ville. Il y a des solutions par exemple d'autoproduction, autoconsommation pour dans de l'habitat collectif. Également à l'échelle d'un îlot urbain où on va répartir de la production à partir de cellules photovoltaïques dans l'îlot Allard, qui maintenant qui a été cité à plusieurs reprises sur Euroméditerranée. Et également beaucoup de services de flexibilité qu'on va lancer avec le Grand Port de Marseille, avec des industriels, avec également des data centers pour finalement aller vers la mise en œuvre des smart grids qui est donner plus de flexibilité et rendre le consommateur, quel qu'il soit, acteur de sa consommation. Tout ça, je dirais, dans un but de réduire les coûts de réseau. Donc cette candidature, elle est fortement portée par les villes. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de projets dans lesquels Nice et Marseille, je dirais, sont ensemble pour promouvoir une filière. On a des grandes entreprises donc, qui sont dans le premier cercle, comme EDF, le CEA, Orange, ST Microélectronique, Alstom. On a des partenaires comme The Camp, puisque qui dit en fait Smart Grid, donc dit formation des gens. Et donc on a également un partenariat avec The Camp là-dessus. Voilà, donc on est dans l'attente finalement des résultats de cet appel à projet. On a des grands concurrents. Mais je pense que cette candidature a de grandes chances de réussir. Bon, ben c'est ce qu'on lui souhaite. Alors, The Camp, on en parle sans arrêt. Moi, depuis que je suis arrivé à Marseille, je n'entends parler que The Camp. Et comme il vaut mieux une bonne vidéo que de grands discours, je vous propose de regarder une vidéo. Et après, son fondateur, M. Chevalier, nous en parlera. Si en région, on pouvait envoyer la vidéo. Merci. The ultimate place for creativity, a center of activity at the cutting edge of connected technologies, a place for development and inventiveness. The Camp. Over 17 acres of nature in the heart of Provence, France. Unique, open architectural surroundings and a friendly and collaborative environment. People will come here to learn, imagine, and experience tomorrow's world. Tomorrow's world is right before our eyes. Megacities, an expanding population, a dramatic increase in the number of connected objects and individuals. The 21st century is already marked by major challenges in the fields of economy, education, transport, energy, labor, health, and community life. Our world needs creativity, ideas, and solutions yet to be invented. These will come not only from science, mass data, and technologies, but also from design, collective imagination and intelligence, a sense of responsibility, and a respect for others. This is the camp's purpose: to host students, executives, and creatives from all over the world who come to acquire new skills and share their various talents. Nurturing to bring ideas, projects, companies to generate and deploy solutions to serve humanity. That will change our way of life, mobility, communication, objects, to prepare ourselves for the future. A synthesis of technologies, knowledge, and exchange, bringing together artistic and technical talents. The camp is a resource for the future, where participants will become enriched as they learn and create together. Creating the future, the camp. Bon, on a vraiment envie de s'inscrire à ce prochain projet. En fait, The Camp, lorsqu'on voit la vidéo, c'est comme une sorte de laboratoire d'expérimentation que vous proposez. C'est quoi sa philosophie? Oui, c'est un laboratoire comme on l'indiquait, d'abord d'acculturation, de formation, d'incubation, d'accélération et d'expérimentation. Donc c'est un lieu hybride qui correspond effectivement aux besoins auxquels on est confronté. Quand je dis on, c'est le public et le privé. Mais simplement un mot avant d'évoquer The Camp, mais ça explique
la création et la genèse de la création de ce projet, c'est qu'on en a parlé un petit peu ce matin, Gabriel Gauthier de la Caisse des dépôts, Robert Vassoyan de Cisco, mais je pense que quand on évoque la micro, c'est-à-dire les enjeux de la métropole et les atouts de la métropole Aix-Marseille, il faut la replacer dans, aujourd'hui, ce qui se passe à l'échelon du monde. Et moi, j'ai le sentiment vraiment que l'Europe, de manière générale, l'Europe du Sud en particulier, la France et la métropole, la région, ne prend pas la mesure de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Alors, ça a été évoqué rapidement, mais je crois qu'il faut le souligner, parce que si on n'a pas la conscience de ce qui se passe au niveau macro, au niveau du monde, on aura du mal à avoir une bonne vision micro-économique de ce qu'il faut faire ici. Et encore une fois, on l'a rappelé, les enjeux d'urbanisation sont absolument considérables, mais quand on le dit, c'est des mots, mais ça a des conséquences où les acteurs publics et privés doivent s'acculturer en termes de conséquences. Et pareil, sur la révolution numérique, ça a été évoqué, mais les changements qui sont opérés par cette révolution numérique, ils sont absolument gigantesques. Et la société est en train de se transformer à une vitesse et avec une violence qui dépasse, encore une fois, des fois l'entendement. Et la réalité, et on le voit avec les fictions à la télé, la réalité d'aujourd'hui dépasse souvent des fictions qui ont été imaginées il y a 5 ou 10 ans. Donc, il est urgent et important que l'Europe, la France, la région et la métropole prennent la mesure de ce qui se passe dans le monde, parce que franchement, moi quand j'entends des fois, pas ici, mais au niveau européen, notamment l'Europe du Sud, nos élites, secteur privé, public, des fois j'ai vraiment l'impression qu'ils ne voyagent pas suffisamment pour prendre la mesure de ce qui se passe dans le monde. Mais vous voulez dire qu'il ne faut surtout pas rater ce rendez-vous, parce que vous utilisez le mot de violence. Mais bien sûr, mais ce que disait Carlos tout à l'heure. Carlos le disait, mais ça a été un peu dit. Ce que je veux dire, c'est que ces changements, cette transformation que le numérique nous apporte, c'est à la fois des sources d'opportunités absolument incroyables pour résoudre d'ailleurs ces grands défis de société auxquels on est confronté, qui sont environnementaux, sociaux, etc. Et en même temps, il y a des risques absolument considérables. Et où on peut voir des grandes entreprises mondiales disparaître en l'espace de quelques années, ou des acteurs nouveaux entrer et être des leaders mondiaux en quelques années, où à l'époque il fallait des générations. Mais ce qui est vrai, cette ubérisation des entreprises, c'est pareil pour les métropoles, les régions ou les pays ou les continents. Parce que je veux dire, ceux qui ne seront pas capables de prendre la mesure de ce qui se passe seront rayés de la carte. C'est vrai pour le public, c'est vrai pour le privé. Et moi je vais vous dire, on a abordé un petit peu les sciences sociales humaines. Moi, pourquoi j'ai pris cette initiative de The Camp ici dans ma région, mais parce que je pense que c'est une des plus belles régions effectivement d'Europe en termes d'attractivité. Mais au-delà de ça, je l'ai pris parce qu'il est urgent que l'Europe, la France, la région reviennent dans la course, que les continents, que le monde se livre sur ce futur. Et moi, je vous le dis tout clair, aujourd'hui, l'Europe n'est pas dans la locomotive qui est aujourd'hui plutôt pilotée par les Américains ou par un certain nombre de pays asiatiques ou par des initiatives au Moyen-Orient. Et les sciences urbaines, puisqu'on parle des smart cities, les sciences urbaines vues aux États-Unis ou vues en Corée, c'est probablement pas les sciences urbaines vues potentiellement par l'Europe. Et moi, j'aurais envie que l'Europe, d'entendre un peu plus la vision de l'Europe dans les sciences urbaines. Et c'est la place de la technologie, la place de l'homme, etc., etc. L'Europe a son rôle à jouer sur ce marché des sciences urbaines. Et pour l'instant, et je vous le dis, il le joue très peu. Ça veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans le secteur public, secteur privé, mais isolées, et pas assez gros, et pas assez ambitieux, pas assez visibles. Voilà. Et l'objectif de The Camp, c'était effectivement de créer sur ce territoire en Provence un écosystème un peu nouveau qui permet effectivement un lieu qui soit, ce que j'appelle moi un tiers-lieu, un lieu neutre. Il n'est pas privé, il n'est pas public. Il est public-privé, qui viennent agréger les initiatives pour développer des outils efficients d'action. Et avant, d'acculturation et de formation. Donc les idées sont quand même pour vous extrêmement importantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aurait un déficit de la compréhension même de notre problème au niveau européen et sinon français. Oui, moi je pense que c'est comme en mathématiques. On peut avoir tout juste dans l'équation, mais si on met les choses dans le désordre, ça ne marche pas. Il y a d'abord et avant tout un problème d'acculturation de nos jeunes, de nos cadres dirigeants, de nos écosystèmes, un problème d'acculturation et de formation absolument gigantesque. Et dans les grands groupes aujourd'hui,
quand vous avez des groupes avec 200, 300 000 employés, avec des modèles qui sont en train d'être disruptés complètement, les enjeux de formation ils sont considérables. Pareil dans les villes ou les régions, où aujourd'hui ils ont besoin de comprendre ce qui se passe et de ce qui se fait à l'échelon du monde. Donc il y a un problème d'acculturation de formation absolument considérable en Europe, et il y a un problème effectivement de déficience sur la façon de porter des projets, parce que là encore il y a un problème d'efficience, et ça passe par des lieux neutres où les acteurs publics et privés collaborent pour incuber, pour accélérer et expérimenter de manière très opérationnelle un certain nombre de projets, parce que nos sociétés ne se transformeront en grande échelle que si elles passent par la phase expérimentation. Mais la phase expérimentation, c'est des gestions complexes de dossiers. Il faut créer des écosystèmes nouveaux pour aborder ces sujets-là et pour rendre nos outils d'expérimentation efficaces. Très bien. C'est dommage, on aurait pu continuer à avoir un débat, mais le temps nous est pris. Peut-être quelques questions de la salle pour interroger nos intervenants ? Non ? Non ? Bon, ben, écoutez, je vais donc remercier tous les intervenants pour cet exposé des atouts pour dynamiser une ville, et vous remercier pour votre attention.